Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission Disputandoum. Le thème aujourd'hui, quelle forêt voulons-nous pour demain ? La forêt et le bois sont plus que jamais un enjeu stratégique très important pour nos sociétés. Alors à l'instar d'un modèle agricole productiviste, une vision industrielle de nos forêts s'est-elle imposée, mais face à la menace de la disparition de certaines essences, face aussi au bouleversement climatique, comment s'adaptent les acteurs de la filière, notamment en Nouvelle-Aquitaine ? Est-ce qu'ils adaptent leurs pratiques ? Comment allier économie et écologie ? Comment gérer durablement toutes nos forêts? C'est les questions qu'on va se poser aujourd'hui. Avec vous cinq, bonsoir à tous les cinq. Je suis ravie de vous recevoir. Alors, vous êtes Limousin, mais vous avez l'expertise suffisante pour élargir, bien sûr, à la Nouvelle-Aquitaine, même au-delà. Christian Riboulet, bonsoir. Vous êtes expert forestier installé à Solignac, en Haute-Vienne. Gilles de Boncourt, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général d'Unisilva, c'est une coopérative forestière. Alors, vous êtes basé à Limoges, mais vous intervenez dans différentes régions. Tout le grand centre de la France, Bourgogne, Centre, Auvergne et Limousin. Très bien, merci d'être parmi nous. Christine Deneville, bonsoir. Merci aussi d'être autour de cette table. Vous êtes présidente de PEFC France. C'est le programme de reconnaissance des certifications forestières qui se développe. Pierre Demougeot, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes, vous, ingénieur forestier écologue et gérant d'un groupement forestier qui s'appelle Avenir Forêt à Sainte-Féréole, en Corrèze. Voilà, à côté de Brive. À côté de Brive. Et Romain Rouault, bonsoir. Vous êtes directeur général de l'entreprise en société coopérative, certification et gestion forestière à Tulle. Alors vous développez, c'est pas le label PEFC, c'est un autre label qui s'appelle FSC et qui veut dire Forest Stewardship Council. Très bien. Et qui se développe, qui est assez récent. Hein. Voilà, tout à fait. Oui. Ça fait 1 an que l'activité a démarré. C'est un label qui s'est installé il y a 2-3 ans. Très bien. On en parlera, on va essayer de comprendre à quoi servent ces labels. Mais il me semblait un petit peu difficile de parler de forêt et de bois sans évoquer le drame qui se joue en Australie depuis plusieurs semaines avec ces gigantesques incendies. On peut faire un petit bilan à ce jour. Plus de 10 millions d'hectares sont déjà partis en fumée. Plus d'1 milliard d'animaux auraient été tués ou seront affectés par ces incendies. 28 personnes décédées. Alors évidemment, on ne peut pas comparer ce qui se passe en Australie et ce qui pourrait se passer ici en Nouvelle-Aquitaine, même s'il y a de plus en plus d'incendies. Mais j'avais quand même envie de vous poser cette question. Est-ce qu'un scénario comme celui qui se passe en Australie pourrait un jour se passer en Nouvelle-Aquitaine ? Christian ? Oui, il serait difficile, bien sûr, à un feu de brûler autant d'une telle superficie, naturellement. C'est déjà pratiquement le tiers de la forêt française qui a brûlé en Australie. Et donc, par contre, on est exposé. La forêt peut être exposée après une longue période de sécheresse de 2 mois, un déficit hydrique, et puis des vents qui peuvent être quand même de 50-60 km à l'heure, à partir d'un départ de feu de plus de 30-40 mètres de large. Dans ces conditions, quand ces conditions sont réunies, on peut avoir un très très grand incendie. C'est clairement une des conséquences du réchauffement climatique. Oui. Et on n'est pas au travers du réchauffement climatique, on est dedans. Et ne pas gérer les forêts, c'est-à-dire ne pas être capable de pénétrer dans les forêts, c'est prendre le risque d'avoir des incendies comme ça demain. Nous avons eu des incendies comme ça en Nouvelle-Aquitaine dans les années 50, dans les Landes. Il y avait de grands feux qui font que les Landais se sont organisés dans la gestion forestière et dans la capacité à pénétrer et à surveiller des départs d'incendie, qui fait, grâce à quoi aujourd'hui, Dieu soit loué, ces incendies sont maîtrisés, ces départs d'incendie sont maîtrisés. Mais ça pourrait arriver. Alors aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine, il y a 2,8 millions d'hectares de forêt. On peut rappeler que finalement la surface de nos forêts, elle ne cesse de se développer. La surface, elle a doublé depuis 1830. Aujourd'hui en France métropole, il y a 17 millions d'hectares de forêt. Est-ce que ça suffit finalement à prouver le bon état de nos forêts ? Est-ce que nos forêts sont en bon état ? En tout cas en Nouvelle-Aquitaine, Pierre Demougeot. En fait, ça dépend un peu de ce qu'on appelle forêt, puisque je crois savoir que cette augmentation, elle est surtout due à de l'enfrichement en fait, de terrains agricoles en déprise. Donc c'est vrai que les gens peuvent s'imaginer un pré laissé à l'abandon et puis des espèces forestières donc d'arbres qui commencent à coloniser. On peut appeler ça une friche. Bon, est-ce qu'on est vraiment dans une forêt ? Bon, d'après comment on regarde ces hectares, oui, à partir du moment où ça dépasse une certaine hauteur. Donc après, il y a forêt et forêt. Effectivement, la surface augmente. Après, il faut voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Quand vous regardez la garrigue, enfin les forêts de la région PACA, on est sur des arbres très petits qui feront jamais de charpente. Vous voyez, donc
il faut regarder un petit peu tout ce que ça peut recouvrir comme réalité, mais c'est vrai que par rapport à des époques au milieu du 19e siècle, où on avait beaucoup besoin de bois de chauffe, etc., avant qu'on ait le charbon vraiment à grande échelle, il y avait plus que, je crois, 10% de la surface en forêt. Donc voilà, 17 à 18, voilà. Du coup, on est quand même sur une période de l'histoire française où on a pas mal de forêts, on va dire. Une période un peu fastueuse. Christine de Neuville, est-ce que pour vous, nos forêts en Nouvelle-Aquitaine sont en bonne santé ? Je crois qu'elles ne sont pas très différentes des forêts du reste de la France. C'est-à-dire que... c'est assez représentatif, effectivement. Oui, comme disait Gilles de Boncourt tout à l'heure. C'est-à-dire que le réchauffement climatique, nous le vivons. Nous le vivons en Nouvelle-Aquitaine quand on voit des chênes pédonculés qui commencent à mourir par le haut, par les têtes. C'est le réchauffement climatique. Donc, bien entendu, il n'y a pas de différence entre nous et le reste de la France ou une grande partie de l'Europe. En même temps, on entend des militants environnementaux qui disent attention, on perd de la biodiversité. Je pense qu'on va en parler effectivement largement au cours de cette émission. C'est quelque chose qui vous fait peur aussi, vous peut-être, Pierre ? Disons que voilà, c'est un petit peu ce que je disais, c'est la nature de la forêt. Est-ce que toute forêt se vaut ? Et c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. C'est finalement une forêt, est-ce qu'on peut la voir autrement ? C'est-à-dire c'est un habitat. Voilà. Donc est-ce que j'ai beaucoup d'habitants dans cette forêt ? Est-ce qu'elle vit bien ? Est-ce que socialement j'ai beaucoup d'espèces, de biodiversité ? Ou est-ce que j'ai une forêt qui est finalement très très homogène, avec peu de biodiversité à l'intérieur. Voilà, le mot forêt recouvre ces deux réalités. Donc, à un moment donné, c'est qualitatif. Est-ce qu'on peut augmenter qualitativement cette forêt ? 80% de la biodiversité qui existe en France est en forêt. Et la forêt est un milieu naturel, quel que soit son système. Et n'oublions pas que la première biodiversité, elle est invisible, elle est dans le sol. Oui. Mais elle est incroyablement riche. Alors on va parler bien sûr des enjeux environnementaux dans quelques instants, avec des pratiques aussi qui peuvent différer suivant qu'on utilise telle ou telle pratique de sylviculture, avec des méthodes plus douces peut-être que d'autres, des coupes rases qui en font hurler certains. On va parler de tout ça, mais d'abord on va parler des enjeux économiques. Le Limousin possède un riche domaine forestier, donc, et des exploitants nombreux. On va donner un petit coup de projecteur sur l'un des plus importants, c'est le comptoir des bois à Brive, donc en Corrèze, une filiale locale du groupe américain International Paper. Reportage de Philippe Tanger et Nassif Djelani. Nous sommes ce jour-là à Cognac-la-Forêt, la bien nommée, l'un des sites d'exploitation du comptoir des bois de Brive. Le comptoir des bois de Brive est une société assez ancienne qui a été créée en 1916. Elle fait partie depuis 1989 du groupe International Paper et elle a pour vocation d'approvisionner le site de Sailhac, qui est un site papetier. Alors, le domaine d'activité, c'est l'activité d'exploitation forestière, comme vous pouvez le voir là, mais également le négoce de bois. Nous achetons du bois également à d'autres sociétés qui font la même activité que nous. Son secteur d'intervention, une grande partie de la Nouvelle-Aquitaine, avec une production d'1 500 000 tonnes chaque année. La gestion forestière est intégrée au processus de prélèvement. C'est le travail de Thomas. Alors voilà, ici, on va sélectionner les arbres d'avenir, ce qu'on appelle. Donc comme ce chêne ici, on va conserver sur pied les arbres bien conformés, qui ne sont pas dépérissants. Et on va exploiter tous les arbres autour qui n'ont pas de valeur économique pour libérer en fait cet arbre-là et favoriser sa croissance. Chaque catégorie de bois est triée et valorisée en fonction de sa qualité. Le bois de trituration pour l'usine à papier, celui d'œuvre pour l'ameublement, les piquets et le bois de chauffage pour le grand public. C'est quand même très plaisant, on travaille une matière vivante et puis on fait une opération aussi pour les générations qui viennent après nous, on travaille sur le long terme. Le comptoir des bois de Brive possède une douzaine d'abatteuses de ce type. Une machine à 400 000 €, loin de l'image d'Épinal du bûcheron traditionnel. Pour Jérémy, le travail aujourd'hui est bien plus varié et intéressant. On devient chauffeur d'abatteuse principalement par passion. Il y a une partie très logistique où il faut bien prendre en compte les consignes du technicien pour pouvoir valoriser au maximum les bois derrière. Après, on a la partie justement où il faut enregistrer cette partie-là dans l'informatique de la machine. Et après, on a la partie proprement dite de conduite où on est à même de gérer nous-mêmes la machine et de différencier
et valoriser au maximum les différentes essences de bois. Intégrer la notion d'origine de la matière première pour mieux gérer son coût de production. C'est le principe du groupe International Paper à travers sa filiale. Le comptoir des Bois de Brive exploite des parcelles locales et livre en circuit court. Ça permet aussi de mieux maîtriser les impacts environnementaux, notamment en développant des certifications environnementales. On veut s'assurer que la forêt continuera à pousser, continuera à produire les avantages qu'elle produit aujourd'hui, pas seulement économiques. Une gestion durable indispensable pour tenter de conjuguer économie et écologie. Alors, puisqu'on parle de la filière bois-forêt, j'aimerais bien qu'on comprenne comment elle fonctionne, cette filière. On a un petit schéma qu'on va voir qui va s'afficher. Christian-Henri Boulet, vous pouvez nous expliquer, donc on entend souvent, alors ça remonte aussi parfois aux années collège, ça peut remonter un peu loin pour certains, première transformation, deuxième transformation. Aujourd'hui, le bois, il sert à quoi ? Je ne parlerai pas de tous les d'une façon synthétique. usages du bois, bien sûr. D'abord parce qu'ils sont nombreux pour une essence, et ensuite parce qu'il y a beaucoup d'essences en Limousin. Il y en a certainement une quinzaine principales. Et en termes de produits, il peut y avoir 300 à 500 produits différents selon, bien sûr, les débouchés. Mais disons que, en gros, on a vu le marché du papier, de la pâte à papier. Il y a maintenant le marché bois-énergie, mais il y a tout le marché du sciage de menuiserie, d'ébénisterie, le sciage bien sûr de structure et de charpente, le sciage d'emballage, de caisserie, et puis tous les produits qui sont utilisés après broyage pour les panneaux. Oui. Pour la construction aussi, le bois construction se développe. Bien sûr, et puis maintenant on s'oriente de plus en plus vers l'amélioration des bois, du produit bois, jusqu'à la chimie du bois, qui nous réserve de très heureuses surprises, à mon avis, dans tous les produits qui nous sont très communs dans la vie courante. On va utiliser ce bois dans ce domaine. Mais il faut déjà s'attendre à ce que le bois soit utilisé maintenant dans la construction d'immeubles très importants. On a un record à 18 étages. Là, il y a 5 commandes en France pour des bâtiments dont le plus grand fera 15 étages entièrement en bois. Le bois a un bel avenir devant lui à l'heure où on parle d'utiliser moins le plastique, moins les énergies fossiles. Voilà, c'est une énergie renouvelable qu'on peut utiliser vraiment. Oui, bien sûr. Et puis, il faut se dire aussi que si vous imaginez une table de 80 kilos de bois, eh bien, il y a quand même 99,2% de cette masse qui provient non pas du sol, mais de l'atmosphère, de l'air. Alors, quelques chiffres. C'est du carbone. C'est du carbone. Oui, je voulais dire qu'il y a 2 enjeux aujourd'hui face au réchauffement climatique. 1, c'est de gérer nos forêts de façon dynamique. Et 2, c'est d'utiliser le bois. Pourquoi ? Parce que, 1, on l'a vu tout à l'heure, si on laisse les bois et qu'on ne gère pas nos forêts, on prend le risque de calamités terribles dans l'avenir, tempête ou incendie, par exemple. Mais également parce que quand on utilise du bois, on consomme très très peu de CO2. La mise en œuvre du bois consomme très peu de gaz à effet de serre. Si on compare par rapport au béton, par rapport à l'acier, je ne parle pas de tous les produits dérivés de l'hydrocarbure, le bois doit utiliser 5 à 10 fois moins de CO2, de gaz à effet de serre pour être mis en œuvre. Donc c'est un matériau pour l'avenir absolument fantastique. D'un côté, vous captez le CO2 et de l'autre côté, vous le stockez chez vous, par exemple sur cette table. Alors, on va parler évidemment des enjeux environnementaux. Je vais revenir en chiffres sur cette filière pour voir ce qu'elle représente quand même en Nouvelle-Aquitaine. Et c'est pas rien, c'est 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec 56 000 entreprises, 50 000 salariés. C'est la première région de France en chiffres. Alors, c'est un poids lourd de l'économie en Nouvelle-Aquitaine, mais est-ce que c'est une filière qui tourne aujourd'hui à plein, Gilles ? Non, on est encore en dessous de ce que la forêt nous offre. En France, d'une façon générale, on consomme à peine 60% de ce que la forêt nous offre chaque jour en termes de bois. Alors après, il faut le distinguer. Si on est dans les Landes, si on parle de la Nouvelle-Aquitaine, du massif des Landes, des pins, là on est à l'équilibre entre ce que la forêt produit et ce qui est sorti de la forêt pour faire différents produits dont parlait Christian-Henri Boulet à l'instant, on est à l'équilibre. Si on est sur le reste de la Nouvelle-Aquitaine, la forêt nous offre encore beaucoup de matériaux bois qu'on pourrait utiliser dans différents usages.
Alors, je voudrais aussi évoquer un problème que relèvent pas mal de scieries dans la région notamment, c'est l'export de bois vers la Chine, notamment de chêne. Elles se plaignent de manquer de matières premières. La Chine est toujours demandeuse, et surtout de chêne, puisqu'elle en a très peu. Pour autant, elle a planté des millions d'hectares, mais ils ne sont pas encore en exploitation. Oui, effectivement, les scieries sont très inquiètes pour leur approvisionnement. Une étude récente a été réalisée par Forestry Club de France et puis 3 bureaux d'études qui a essayé de se projeter dans les 20 à 30 prochaines années et envisager un mode d'organisation des scieries qui soit plus proche, d'abord pour les petites scieries, de la ressource, ensuite un deuxième degré proche du bassin d'approvisionnement, et les scieries un petit peu élites, grosses scieries, donc très perfectionnées, informatisées, et elles qui joueraient le jeu de la mutualisation en termes de matériel et de matériaux. D'accord. Alors aujourd'hui, autre chose aussi en Nouvelle-Aquitaine, comme partout en France, les forêts finalement, ce qu'il faut souligner, c'est qu'elles appartiennent beaucoup à des privés. 90% aujourd'hui des forêts de Nouvelle-Aquitaine appartiennent à des privés, 95% quand on parle juste du Limousin. Qu'est-ce que ça implique ? Du coup, c'est difficile. Je me retourne peut-être vers Christine de Neuville. C'est difficile, du coup, cette répartition pour peut-être exploiter nos forêts suffisamment ? Oui, alors... c'est difficile parce que la toute petite propriété, la micropropriété, est par définition difficile à atteindre. Alors, nous nous occupons de certification l'un et l'autre, et je parle de mon voisin. Et effectivement, certifier des petites propriétés, il faut les trouver, il faut trouver les propriétaires. C'est parfois difficile. Les gens sont propriétaires ils savent même pas où. Et donc, mais ils en font quoi ? Ils en font quoi de leur forêt ? Ils font souvent rien. C'est ce que Gilles de Boncourt disait tout à l'heure. C'est qu'aujourd'hui, il y a un tiers de la forêt française, en gros, qui pousse sans être géré. Et c'est une réalité de notre forêt. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, dans un massif organisé comme le massif des Landes, on est à peu près à l'équilibre. Et sur une autre partie de la France, importante, en particulier chez nous, dans le centre limousin, eh bien, la progression de la masse forestière n'est pas utilisée, ou mal utilisée, ou peu utilisée. Oui, il y en a qui vont juste aux champignons, effectivement, et chercher des châtaignes dans leur forêt. Juste petite parenthèse, je crois que je me suis trompée, j'ai dit pour le chiffre d'affaires de la filière bois en Nouvelle-Aquitaine, c'est bien 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et non pas 10 milliards. Ah oui, non, vous confirmez ? C'est 10 milliards. Voilà. Merci Alex qui m'a soufflé une erreur dans l'oreillette. Tu me revaudras ça. Donc c'est bien 10 milliards. Donc voilà, la parenthèse est fermée. Donc effectivement, il y a beaucoup de propriétaires qui ne se servent pas de leur bois, de leur forêt. C'est le travail, précisément. Je dirige une coopérative forestière. Qu'est-ce que fait cette coopérative ? Vous allez voir les privés. Elle met à disposition des petits propriétaires comme des grands ces services pour leur permettre d'accéder à tout ce que peut offrir une forêt sous le côté environnemental ou sous le côté de la production de bois et récréatif. C'est précisément notre job tous les jours. Ça coûte cher à quelqu'un, je ne me rends pas compte. Aujourd'hui, vous allez voir, on regroupe 12 000 propriétaires forestiers. Je parle de ma coopérative. Ouais. Alors, je pense à une autre coopérative en Nouvelle-Aquitaine qui doit en regrouper 35 000 et puis une troisième 12 000. Donc, vous voyez, on en regroupe quand même. Quand on a un petit propriétaire d'une petite forêt, je ne sais pas moi, de quelques hectares, de 5 hectares, ça coûte cher à entretenir ? Christian. Il faut se dire que 82% des propriétaires, 82% ne possèdent que 1 à 4 hectares. Donc ça fait beaucoup de monde à c'est très morcelé. C'est très morcelé. Pour autant, cette petite et la moitié possède moins d'1 hectare. Pour autant, je pense que Pierre serait d'accord avec moi, ça constitue une mosaïque dans le paysage. Et puis, ces petites parcelles sont des points de diversité, sont des habitats en elles-mêmes, tout autant diversifiés, qui viennent compléter cette structure de plus grandes forêts, etc. Donc ça peut être utile. Oui, je pense que c'est important de le voir un petit peu sous cet angle-là, parce que finalement, comme vous le disiez, aller chercher les petites propriétés, ça coûte cher. Et finalement... c'est toujours le truc de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Absolument. À un moment donné, les grandes propriétés, tout ce qui était facile d'accès, tout ce qui était...
on le fait. Et puis, à un moment donné, le reste, ça va être plus compliqué. Et finalement, ça fait aussi une certaine résilience ou un certain refuge pour toute une biodiversité. Là, aujourd'hui, voilà, on pourra discuter sur les méthodes qui sont employées majoritairement et l'impact sur la biodiversité. On peut imaginer que peut-être dans plusieurs décennies, ça change un peu. Mais il est clair qu'il y a des espèces qui sont dans ces forêts, entre guillemets, à l'abandon, et qui vont peut-être recoloniser d'autres espaces et qui sont sur un maillage du territoire. Donc on voit effectivement déjà des visions qui vont pas forcément dans le même sens. Ouais. Une autre problématique quand on parle de biodiversité, c'est peut-être la répartition feuillus résineux dont on n'a pas encore parlé en Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que, à l'instar de ce qui se passe un peu partout, est-ce qu'il y a une progression des monocultures de résineux? Peut-être Romain, qui n'avait pas encore pris la parole. Il n'y a plus de progression de la monoculture résineuse. Bon, il faut écarter, je pense, la forêt landaise, qui est un cas vraiment particulier. Et on va en parler dans un instant. Voilà, oui. En Limousin, on a clairement une majorité de forêts de feuillus. Avec 67% de feuillus en Limousin et 33% de résineux. Une grande partie de chênes, châtaigniers. Bon, globalement, on a une forêt extrêmement diversifiée en essence, qui est liée au statut de cette petite propriété qui est due également à cette nouvelle forêt. C'est des forêts qui sont constituées sur d'anciens terrains agricoles. Donc il y a un côté spontané, donc énormément de diversité, du chêne, du hêtre, du bouleau, et puis tout un tas d'essences d'accompagnement. Et puis on va avoir effectivement une montagne limousine où là on est sur des terrains de montagne plus propices aux résineux, où là quand on a mis en place une politique de reboisement, notamment après le Fonds forestier national, où on a plus de résineux sous une forme monoculture, parce que c'est le mode de sylviculture qui convenait le mieux à ces essences. Et puis également qui convenait le mieux aussi au type de propriétaire. Qui ne savait pas forcément mener une sylviculture un petit peu sophistiquée, comme on pourrait le voir avec le groupement forestier Avenir Forêt, qui demande de la présence, de la connaissance. Oui, c'est souvent le fruit d'une histoire. La forêt, c'est souvent le fruit d'une histoire. Donc il faut écouter cette histoire, la comprendre et après... Alors, vous l'avez évoqué, on va parler tout de suite de la forêt des Landes, qui est un peu effectivement spécifique. La forêt des Landes qui a été très, très touchée par les deux tempêtes, celle de 99 et la dernière, la tempête Klaus en 2009. 220 000 hectares de pins y avaient été détruits, soit plus d'un quart de la surface totale, l'équivalent de 20 fois la superficie de Paris. Alors, 10 ans après, comment se porte cette forêt ? Eh bien, reportage de David Bazier et Patrick Wurstorn. 250 millions d'arbres replantés en seulement 10 ans, après avoir été dévastés en 2009 par la terrible tempête Klaus. La forêt des Landes est en pleine renaissance. À Ichoux, 50% des pins maritimes avaient disparu. La replantation vient de s'achever. Nous nous trouvons sur la dernière parcelle qui fait partie de la tempête Klaus et qui a été reboisée. Ça, c'est un tout jeune pin. Il a un an, ça a été fait en 2018. 1,50 m plus loin, vous en avez un autre. Et tous les 1,50 m, vous en avez un. Il y a eu des aides, c'est vrai. Heureusement, sans aide, ce n'était pas possible. Mais c'est un véritable exploit qu'en si peu de temps, ce soit fait. Mais cette forêt est encore bien trop jeune pour être exploitée par l'industrie du pin maritime. L'approvisionnement des usines du massif forestier devient plus difficile. Sur une consommation de 6 millions de mètres cubes, il en manque chaque année 400 000. Donc ici c'est le déchargement des grumes, c'est ce qu'on appelle le parc à grumes. Donc en fait on reçoit des arbres de la forêt. Sur un site comme celui de Léon, il nous faut à peu près 500 tonnes de bois par jour. Dans cette scierie près de Dax, le chef d'entreprise a parfois recours à des bois venus d'autres régions françaises et même d'Espagne. C'est vrai qu'actuellement, on essaye aussi de regarder ce qui peut se passer sur d'autres essences. Donc on a des compléments d'approvisionnement en Douglas, en pin laricio, en peuplier. Donc voilà, on a aussi d'autres compléments de ressources parce qu'il faut bien alimenter l'outil chaque jour. C'est une période qui est difficile en termes d'approvisionnement de bois d'œuvre pour des entreprises comme la nôtre. Mais le massif forestier des Landes de Gascogne possède aussi des bois inexploités, 30 millions de mètres cubes. Souvent, de petits propriétaires qui considèrent leur forêt comme un patrimoine auquel ils ne touchent pas. Sur cette parcelle, le syndicat des sylviculteurs a convaincu la propriétaire, une retraitée, d'entreprendre une coupe rase. Notre travail aujourd'hui, c'est d'aller les voir, de les mobiliser pour qu'ils mettent ces bois en marché, de façon à alimenter l'industrie locale et à repartir à nouveau sur un cycle de production en replantant la parcelle après pour pouvoir à nouveau produire du bois. En 2025, cette situation de relative pénurie risque de s'inverser car l'énorme quantité d'arbres
planté après les tempêtes de 1999 et de 2009, commencera à être coupé. Alors on voit bien là la fragilité de ce type de forêt dans les Landes en cas de tempête. Je voudrais citer un éminent botaniste et spécialiste des arbres et de la forêt, c'est Francis Allais, que vous devez tous connaître autour de la table, qui s'exprimait chez nos confrères du Populaire du Centre. Il disait « Les Landes, par exemple, ne constituent pas une forêt. C'est une plantation d'arbres, une monoculture de pins. Il n'y a pas de faune contre laquelle on lutte. Il n'y a pas de diversité biologique car on fait tout pour favoriser l'espèce qu'on a plantée à l'exclusion de toutes les autres. Certains forestiers ont beaucoup de mal à le comprendre. Pour eux, une forêt, ce sont des arbres côte à côte. Eh bien non, ce n'est pas cela. J'ai une conception beaucoup plus haute de ce qu'est une forêt. » Je voudrais vous faire réagir les uns les autres. Gilles de Boncourt. Moi, je dis que les Landais, ils ont un mérite absolument formidable. Il y a un siècle et demi, allez en Aquitaine, à l'époque de Napoléon III. Qu'est-ce que vous auriez trouvé? Du sable. Et sur le sable, rien ne pousse. Et voilà des gens qui se sont pris par la main, les Landais, et qui ont été capables de mettre une forêt sur pied. Alors on dira, mais cette forêt est tout en pin. Mais qu'est-ce que vous voulez faire pousser sur du sable comme arbre en dehors du pin? Dans le sable, il n'y a rien à manger. Et donc il faut une espèce, les forestiers appellent ça une espèce frugale, c'est-à-dire capable de se contenter de très peu, qui soit capable de résister face aux sécheresses estivales, au soleil. Et les Landes ont été, tout ce massif landais a été capable de le faire. Et aujourd'hui, quelle est la fonction d'une forêt, pour revenir sur les propos de Francis Allais? Il y a 3 fonctions. Il y a une première fonction qui est une fonction écologique. Je vais fabriquer du sol, je vais sur la roche-mère, le sable, je fais mes feuilles ou mes aiguilles tombent et je fabrique du sol. Si je mets une bonne essence, si je mets un bon arbre, dans le cas des Landes, c'était le pin, je vais fabriquer du sol. Et les Landais et le massif landais fabriquent du sol. Deuxième fonction, je filtre l'atmosphère, je capte de l'oxygène, je capte du CO2 et j'émets de l'oxygène. Et puis troisième fonction, c'est une fonction pour la forêt gérée, c'est une fonction qui est celle de produire de la récréation pour les gens qui ont envie de se balader en forêt, mais aussi du bois. Ouais. Eh bien, les Landais, partant de rien, ils ont été capables de faire ça, chapeau. Pierre, Oui. pour vous, est-ce que c'est une vraie forêt, la forêt des Landes? Ou est-ce que vous rejoignez Francis Allais dans ses propos? Alors, je cautionne effectivement ce que dit Francis Allais. Après, c'est vrai que mon voisin a raison aussi. C'est-à-dire que quand on a des sols très difficiles, c'est compliqué de faire quelque chose d'extraordinaire. Mais à l'inverse, on peut se dire en Limousin, on a des sols vraiment qui peuvent permettre d'avoir une forêt diversifiée. Donc profitons-en, rendons-nous compte qu'on peut avoir une forêt très riche ici, ce qui n'est pas forcément le cas là-bas. Et puis, au lieu de reproduire ce qu'ils font là-bas, parce qu'on se dit « ah, ça marche super, ça produit énormément », se dire peut-être on peut aussi, nous, avoir notre version de la chose, produire d'accord, mais aussi amener d'autres choses, comme il le disait très bien, et se dire finalement on a la chance d'avoir un sol de départ qui a un meilleur potentiel que là-bas, alors faisons mieux. Est-ce qu'aujourd'hui, comme certains le disent, on voit une industrialisation de la forêt? Pour l'Aquitaine, oui. Oui. Qu'est-ce que vous appelez, qu'est-ce que vous sous-entendez par industrialisation? Justement, c'est une perte de diversité, c'est plus de monoculture, c'est... Mais si vous partez, je reviens sur l'Aquitaine, ne faisons pas le procès des Aquitains. Il y a 150 ans, il y a un siècle et demi, ou un peu plus, 180 ans, il y avait que du sable. Et aujourd'hui, en termes de biodiversité, elle est infiniment plus importante que ce qui existait il y a 180 ans. C'est aussi un cycle... Je vous disais tout à l'heure, les 3 fonctions régaliennes propres à la forêt sont bien respectées. Alors après, certes, on avait 700 000 hectares ou 750 000 hectares de sable, on a 750 000 hectares de pinèdes, essentiellement de pinèdes. Et comme tout ça est très homogène, ça a permis de développer de l'industrie qui bénéficie de cette production de pin, qui est un bois relativement homogène. Est-ce qu'il y a une question de cycle aussi, parce que justement ceux qui défendent ou qui veulent lutter, qui disent attention à l'industrialisation de la forêt, mettent en avant les cycles plus courts aussi d'exploitation des forêts, Christian? Pour revenir à cette question d'industrialisation, forcément elle est industrialisée de A à Z, puisque l'arbre qui est mis en terre a déjà une destinée. On sait dans quelle scierie il ira 40 ans plus tard. Votre question, c'était
le cycle court de l'exploitation des arbres, plus court sans doute qu'il y a des années. On sera certainement contraint de raccourcir le cycle de développement des arbres, du pin maritime, je ne sais pas, de certaines essences un petit peu fragiles en Limousin. Et la moins fragile, c'est le Douglas, mais qui s'avérera fragile prochainement, avec 1 ou 2 degrés de température de plus. Il faudra probablement ne pas attendre à ce qu'il consomme 500 à 700 litres d'eau par jour, mais plutôt le couper vers 35 ans au lieu de 40 ou 50 ans. Est-ce qu'on utilise aujourd'hui dans la sylviculture beaucoup de pesticides ? Non. Non. Non, la forêt, c'est un milieu naturel. Et si vous ne travaillez pas avec ce milieu naturel, la nature vous le rend. C'est-à-dire que tôt ou tard, la forêt aura de très gros problèmes. Donc le forestier est obligé de connaître la nature, de comprendre la nature et de travailler avec la nature, qu'on soit dans les Landes, dans le Limousin ou dans les Pyrénées. Alors juste si je peux me permettre, donc, ça rejoint un petit peu donc, la question de l'industrialisation, la question des pesticides. En fait, je pense que ce qu'on ressent, c'est qu'en fait, c'est un modèle agricole. C'est un modèle agricole. On compare souvent effectivement au modèle agricole. Et donc on a une industrialisation ou une modernisation, si on veut, de l'aval de la filière, qui est la transformation. Et puis quand on parle de la forêt, la forêt, c'est l'amont de la filière. C'est-à-dire quand les sylviculteurs, on fait pousser les arbres, ou du moins on essaye d'orienter un peu ce que la nature nous donne, et voilà. Et du coup, je me perds dans mes idées. Par rapport à l'industrialisation et au rapport avec l'agriculture et le modèle intensif. Et donc, effectivement, non, je crois que ce qu'il faut éviter, c'est de plaquer sur la forêt le modèle agricole en se disant on va tout rationaliser, on va pouvoir tout calculer, on va tout standardiser. Et ça, c'est un risque ? C'est un risque écologique majeur, parce que, alors je suis très heureux d'entendre le fait de dire non, il n'y a pas de pesticides et il n'y en aura jamais, j'espère bien. Parce qu'effectivement, il y a une biodiversité que si on commence à rentrer dans ce cercle-là, c'est le cercle de je mets des pesticides pour enlever tout ce qui n'est pas ce qui m'intéresse. Et puis après, j'ai abîmé les sols. Alors, je vais mettre des engrais, puisque mes sols ne produisent pas suffisamment. C'est exactement les erreurs qu'ont fait l'agriculture intensive. Enfin, les erreurs, il y avait des motifs pour aller dans cette voie-là, la révolution verte, etc. Mais à mon avis... là, si on commence à appliquer ça à la forêt, on va perdre. Mais c'est pas nouveau en même temps, parce qu'il y a eu beaucoup il y a eu des pesticides. Alors c'est l'ONF qui a décidé, je crois en octobre dernier, d'arrêter l'utilisation des pesticides en forêt. Non, d'abord on n'a quasiment pas utiliser de pesticides en forêt. Pourquoi ? Alors excusez-moi, je vais vous citer juste le géographe Paul Arnoux, qui est spécialiste des forêts et professeur émérite à l'École normale supérieure de Lyon, et qui lui a mis en garde contre les excès, justement, particulièrement contre l'utilisation massive de pesticides dans la sylviculture, voilà, qui a un impact négatif sur la biodiversité. Il pointait du doigt les monocultures plus gourmandes en pesticides. Donc effectivement, alors on n'est pas en Limousin, une région où il y a beaucoup de monocultures, mais bon... Non, mais c'est faux. Je suis désolé, c'est faux. Je vais donner une image très simple, que tous les téléspectateurs vont comprendre. On a par exemple des maladies d'insectes dans les forêts. Les scolites notamment. Par exemple. Ces fameux petits insectes qui font des ravages. Il y a un autre insecte qui est le prédateur de ce scolite qui se développe actuellement et qui va venir manger tous les scolites, qui est un petit insecte qui est en train de tuer une espèce d'arbre qui s'appelle l'épicéa, une sorte de sapin qui s'appelle l'épicéa. Si vous mettez un insecticide, qu'est-ce que vous faites ? Vous tuez non seulement le prédateur, l'insecte ravageur, le scolite, mais vous tuez le prédateur. Alors, il y a eu très mauvaises expériences qui ont été faites en Pologne après la guerre à ce sujet-là. Et mes amis forestiers polonais m'ont raconté tout ça. Au bout de 5 ans, ils se sont aperçus qu'ils étaient en train d'installer, comme le dit mon voisin très justement, une catastrophe écologique. La nature vous offre un équilibre. Il faut le respecter. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous estimez, vous, qui effectivement êtes dans l'exploitation des forêts, que vous travaillez de la bonne manière face au changement climatique, face aux enjeux environnementaux. Ça, c'est une autre question. C'est-à-dire que quand vous parlez de réchauffement climatique, le drame du réchauffement climatique pour le forestier, c'est quoi ? C'est que la température augmente 10 fois plus vite que la capacité qu'aura la nature à s'y adapter. Autrement dit, l'arbre que j'ai aujourd'hui, il faudrait qu'il évolue, qu'il mute, que son patrimoine génétique change 10 fois plus vite qu'il n'est capable de le faire. Donc ça va poser un problème. Ça veut dire qu'il ne sera plus adapté demain. Et ça, c'est à cause de l'homme. C'est parce que l'homme pollue.
Et tu es loin d'exagérer, puisque depuis 11 900 ans à peu près, la température n'a augmenté que de 2 degrés. 11 900 ans. C'est ça. Et là, en l'espace de 100 ans, elle va peut-être augmenter de 4 à 5 degrés. Voire même plus, selon les experts du GIEC récemment, peut-être même de 7 degrés. Pour revenir au traitement de pesticides, on peut utiliser effectivement l'hélicoptère et un insecticide, mais qui est tout à fait sympathique et autorisé, c'est le Bacillus thuringiensis. Quand les futaies de chêne sont envahis de processionnaires, de chenilles processionnaires. Mais c'est naturel, ça. C'est tout à fait naturel. Voilà. Un bacille naturel. On a utilisé aussi les traitements, parce qu'il faut parler d'hélicoptères à ces échelles-là, mais pour apporter de l'engrais aux forêts. Il y a une trentaine d'années, j'ai fait faire des épandages de phosphore, d'azote sur des centaines d'hectares, mais ça, c'était de la fertilisation. Sinon, il n'y a pas de pesticides en forêt. Donc là, il y a des labels qui ont été mis en place, on le disait tout à l'heure, justement pour répondre aux enjeux et aux demandes de notre société par rapport au développement durable. Les deux labels un petit peu différents, un plus ancien, le label PEFC, c'est une certification. Vous pouvez nous en dire un petit mot, Christine ? Oui, c'est une certification. Alors, plus ancien en France. Le label PEFC a été construit par la France et d'autres pays européens en 1999, au moment où il y a eu une prise de conscience de l'ensemble de la profession forestière du fait que la forêt avait besoin de ce qu'on appelait, on a dit plusieurs fois, la gestion durable. Alors, dans le cadre de PEFC, on essaye de conserver un équilibre entre gérer, c'est-à-dire effectivement ce qu'on a autour de nous, ma feuille de papier, tout ça c'est du bois. Donc ce bois, il vient pas là par hasard, il vient là parce qu'il est issu de forêt, on extrait du bois. Et puis durable, ça veut dire que le bois que je sors aujourd'hui, il faut que mes enfants, mes petits-enfants puissent en sortir eux aussi de la forêt pour construire leur maison en bois et se chauffer. Et donc, à partir du moment où on est sur une gestion durable, la question qu'on se pose toujours, c'est à quelles conditions a-t-on une gestion durable ? Et en fait, un certificat, ça sert à définir un certain nombre de conditions, de critères. Une sorte de cahier des charges, en fait. C'est quoi les grands points, du coup, les plus importants de ce cahier des charges, sans rentrer évidemment dans on ne va pas tout détailler, Christine. On n'a pas le temps. Règles de gestion forestière durable, exigences pour la France métropolitaine, parce qu'on n'a pas cité la Guyane, mais la Guyane, c'est notre forêt équatoriale à nous, et dans lequel il y a un travail remarquable, je le dis entre parenthèses, fait par l'ONF. J'ai passé 10 jours il n'y a pas très longtemps. Les points de la durabilité aujourd'hui, en tous les cas de notre point de vue, c'est un équilibre économique favorable, et puis dans la préservation de la biodiversité, des espèces de marqueurs, on en parlait tout à l'heure, c'est respecter une certaine faune. Ça veut dire qu'il y a des critères, par exemple, vous coupez, alors évidemment on ne va pas faire ça au millimètre carré, 1 hectare, et il faut un arbre mort pour que, il faut des arbres à cavité, on ne peut pas couper n'importe quand, n'importe comment, donc tout ça est écrit. Et, très réglementé. Très réglementé. Est-ce que les grands acteurs aujourd'hui sont certifiés PEFC ? Alors, tous les grands acteurs, l'ONF est entièrement certifié, la plus grande partie des communes forestières, et je dirais que plus on est dans un massif où il y a justement de la gestion et de l'exploitation, plus on a besoin de donner au consommateur une certaine réassurance sur le produit qu'il a. Donc plus on est dans un secteur où la forêt est exploitée, plus la certification est nécessaire. Romain, si vous achetez un objet PEFC ou FSC, eh bien ça veut dire que cet objet en bois, ça veut dire que cet objet vient d'une forêt qui est gérée durablement, d'une forêt pérenne. Ça vous rassure, ça, par exemple, Pierre ? Là, c'est compliqué. Non, je veux dire, les gens, a priori, ne connaissent pas bien ces certifications. On vous en parlera certainement un petit peu. On va parler aussi de l'autre certification dans un instant. Mais c'est vrai qu'il faut se rendre compte qu'effectivement, il y a un cahier des charges,
qu'il y a un certain nombre de contrôles qui peuvent être faits de manière échantillonnée la plupart du temps ou de manière un peu plus importante, ça dépend un petit peu des contextes et des certifications. Mais c'est vrai qu'il faut se rendre compte aussi que par exemple une coupe rase peut tout à fait être certifiée PEFC ou FSC. Une coupe rase, expliquez-nous ce que c'est. C'est-à-dire une surface relativement importante où on va couper tous les arbres, c'est-à-dire où on avait une forêt et après on a plus de forêt. Mais c'est pas un gros... Alors, d'abord, le terme coupe rase, d'où ça vient? Aujourd'hui, on parle beaucoup des coupes rases. Et ça fait hurler beaucoup de gens, notamment en Corrèze, je pense à la Corrèze. Vous savez que dans d'autres pays, ça s'appelle autrement. Moi, je coupe blanche. qu'on parle de récolte ou coupe de récolte. Bon, voilà. Alors, coupe rase, c'est parce que quand on coupe un arbre, il faut raser la souche. Voilà. Bon, on a une coupe rase d'un arbre, d'une souche. Bon, voilà. Alors, après, il faut comprendre qu'on a deux systèmes forestiers. Le système forestier qui sont nés avec en France, sous Colbert, Louis XIV, sont arrivées les premières écoles forestières et comme on a un esprit assez cartésien, latin, on a voulu, et que dans une forêt, il faut avoir tous les âges d'arbres. Quand vous coupez les vieux, et vous avez des jeunes qui succèdent et puis les moyens deviennent des vieux, etc., etc. Alors en France, nous, notre système, c'est qu'on aura un âge dans chaque parcelle. J'ai une forêt avec 10 parcelles, j'ai 10 âges. Bon. D'accord. Et alors, vous avez dans le centre de l'Europe un autre mode qui ressemble plus à la forêt primitive, à la forêt primaire, à la forêt naturelle, entre guillemets, dans lequel tous les âges sont mélangés dans la même parcelle. Alors, d'un côté, on va parler d'un système régulier, et de l'autre côté, on va parler d'un système irrégulier. Et lorsque vous êtes dans le système français, de l'école forestière française, alors vous avez votre forêt avec 10 parcelles, et puis au moment où vous avez la récolte des vieux, auxquels vont succéder les jeunes, les enfants. Des vieux, vous coupez tout. Eh bien, vous enlevez les vieux. Et c'est les coupes rases. Et alors, selon les régions et selon les pays, on peut appeler ça coupe rase. Si vous seriez en Belgique, vous savez comment on appelle ça? Non. Coupe à blanc et toc. D'accord. Alors, mais vous pouvez avoir d'autres pays, ou dans d'autres mots anglais, où on vous parle de récolte. Bon, voilà. Romain, je voudrais vous faire réagir. Si aujourd'hui, vous vantez-vous une autre certification, c'est pas PEFC, c'est FSC. Qu'est-ce qu'elle apporte de différent par rapport à celle qui existe déjà depuis des années? Alors, je ne vante pas du fait. Ce qu'on est en train de parler, en fait, c'est de l'attente sociale. Quand on parle de certificat, de certification, que ce soit PEFC ou FSC, c'est parce que derrière ça, il y a des consommateurs qui sont en attente d'une certaine, certaines exigences. Ils aimeraient être rassurés sur l'état des forêts quand ils consomment des produits en bois. Gilles disait que quand vous consommez des produits avec un label PEFC ou FSC, c'est des produits issus d'une forêt qui est bien gérée durablement. Ouais. Hein, en tout cas, qui est gérée avec un cahier des charges, qui est le cahier des charges PEFC ou qui est le cahier des charges FSC. Aujourd'hui, les produits, quand on va avoir des produits en bois massif, avec estampillé FSC, ils viendront pas de France. Parce qu'en France, on n'est pas capable aujourd'hui de mettre du bois sur les marchés certifié FSC. Pourquoi? Mais tout simplement parce que c'est un label qui est extrêmement exigeant. Qui est plus exigeant que le label PEFC? Parce que ça suit une forme de consommation. Est-ce qu'il est plus exigeant que le label PEFC? Il a des exigences plus dures, effectivement, dans son suivi. Il est plus dur à mettre en œuvre, effectivement, notamment sur la démarche, parce qu'il associe plusieurs acteurs. La base de cette certification, c'est de réunir plusieurs acteurs autour de la table et de leur présenter la manière dont on va gérer. Et on leur pose la question, est-ce que d'après vous, on tient compte de l'ensemble des enjeux qui sont attachés à cet espace boisé? Mais ça, c'est possible à la condition d'avoir l'interlocuteur en face, c'est-à-dire le propriétaire, qui souhaite bien s'engager dans cette démarche-là. Et un propriétaire qui souhaite entend, on va dire, l'avis d'autres acteurs, des promeneurs, des naturalistes, qui vont emporter une expertise ou un avis sur le devenir de sa forêt, qui est son bien quand même au départ. Ce qui est intéressant juste, c'est que ce label FSC, donc, qui effectivement est très peu développé en France aujourd'hui, vous cherchez, vous, à le développer, notamment suite à la demande d'industriels comme International Paper. International Paper, Panneau de Corrèze, plusieurs entreprises en Limousin qui sont aujourd'hui face à cette évolution de la consommation parce que leurs clients demandent des produits FSC. Alors pour des grandes enseignes qu'on connaît bien et où on va trouver aujourd'hui des produits FSC comme Ikea, etc. Donc on est obligé de servir ce marché-là. Mais est-ce que juste c'est pas un tout petit peu, excusez-moi, inquiétant de se dire qu'aujourd'hui on n'est pas capable de répondre aux exigences de ce label-là en France? Ce n'est pas répondre aux exigences qu'on n'est pas capable, c'est de mettre en place tout un système. Tout simplement, quand on met en place une certification, on va de la forêt jusqu'au consommateur final. Il y a une chaîne de traçabilité. C'est-à-dire qu'on va certifier une forêt,
Très bien. Bon, on va conseiller la gestion. C'est ce qu'on fait PFC, ce qu'on fait RSC. Mais derrière, c'est les entreprises qui vont transformer le bois, l'exploiter, le vendre et le passer à une autre entreprise. On a parlé de filière, première, deuxième transformation. Il y a énormément d'intervenants. Et bien, il va falloir qu'ils soient eux aussi certifiés. C'est ce que fait l'entreprise aujourd'hui. C'est qu'elle met en place l'ensemble des chaînons pour pouvoir servir et commercialiser des produits FSC. Oui, c'est ce qu'on appelle une chaîne de contrôle, en fait. Quel que soit le label ou le certificat, plus exactement, dont on parle, en fait, ça part bien du propriétaire, des bois qui sont issus de la forêt, et après, jusqu'à la feuille de papier ou à la table en bois, en fait, c'est une suite de contrôles les uns derrière les autres. Alors, Pierre sous-tendait, je vous ai bien entendu, qu'il n'y avait peut-être pas suffisamment de contrôle concernant le label PEFC. C'est bien ça, Pierre ? Alors là, il faudrait rentrer dans les détails techniques. Non, on n'a pas le temps, on ne peut pas. Non, moi, je dirais qu'en 2019, moi, ce que j'aimerais, en tant que... Moi, ça m'arrive d'acheter du bois aussi. Hein, et faut continuer. N'est-ce pas ? Pas forcément les miens, pas ceux que je gère. Non, mais je me dis, par exemple, moi, je rêve d'un truc, ce serait d'arriver dans un magasin, de vouloir acheter un chevron, n'importe quoi pour bricoler, et puis j'aurais mon smartphone, j'aurais un code barre, et puis ou un QR code, puis je pourrais le flasher et avoir l'endroit de la parcelle où a été coupé mon arbre, qui a fait ce bout de bois. Je ne dis pas que c'est facile, on n'y est pas, mais dans le monde dans lequel on vit, ça me paraît logique. Et je pourrais regarder sur Géoportail, ou voilà, peu importe le Google Maps, etc., voir la photo aérienne et me dire, tiens, voilà la forêt, et puis donc éventuellement, effectivement, est-ce que j'ai plutôt des traces de tracteurs ou est-ce que j'ai plutôt des arbres à ce moment-là ? On y est presque. On va peut-être y arriver un jour. Alors, je voudrais qu'on regarde maintenant un reportage. On va aller en Corrèze, donc du côté d'Argentat, c'est vers chez vous, messieurs. Ce sont des gens qui ne sont pas spécialistes de la forêt, mais qui ont eu envie de lancer une campagne de financement via une association pour devenir propriétaire d'une petite forêt et assurer sa préservation. Le projet trouve son origine justement suite aux coupes rases qui font hurler beaucoup de gens. Reportage Christophe Baudin et Valérie Agut. Une association corrézienne s'est lancée dans l'achat d'une petite forêt, 8 hectares, entre Tulle et Argentat. Pour financer cette coûteuse acquisition, 48 000 €, un appel aux dons a été fait sur Internet. On est satisfait, oui, et très agréablement surpris. On n'avait aucune idée de ce que pouvait donner cet appel à dons, si on allait le mener à terme ou pas. Et puis on voit que finalement, 4 mois après l'avoir lancé, on est presque au bout, on y est, ça y est. L'objectif sera de préserver la forêt. Un premier achat qui aura valeur de symbole. Car au départ de l'association Fête et Racines, il y a la multiplication des coupes rases. Devant une de ces parcelles mises à nu, un riverain se désole. C'est une ruine, quoi, comme on peut dire. Même en une remise en état, le sol a été, à certains endroits où les engins ont passé, là, c'est détruit, quoi. Ça ne peut pas repousser comme ça. Déforester comme ça, là, c'est une catastrophe. Pour les membres de l'association, ces coupes à blanc n'ont rien d'une fatalité et la ressource en bois pourrait être exploitée autrement qu'en attendant 40 ans que des arbres repoussent. Une exploitation respectueuse, c'est possible. Tirer un revenu de son foncier forestier, c'est possible. Et ça n'implique pas nécessairement le saccage et le pillage. Et donc un des objets de l'association, c'est aussi de montrer que d'autres pratiques sont possibles et intéressantes. Et si elles sont moins répandues, c'est avant tout une question d'habitude qu'une question économique. Une gestion en continu de la forêt, c'est de cette manière que travaille ce forestier. Il comprend la démarche de l'association, lui qui gère 400 hectares de forêt, prélevant régulièrement du bois sans jamais raser à blanc. Disons qu'une coupe rase, c'est sûr que quand on est forestier, on s'occupe d'une forêt. Et la forêt, elle est définie par le fait qu'il y a des arbres et un couvert. Donc à partir du moment où il n'y a plus d'arbres sur une grande surface, est-ce que c'est encore une forêt ? Non, ça n'en est plus une. Est-ce que les gens qui font ça sont encore des forestiers ? Voilà, c'est un peu dur ce que je vais dire, mais pas forcément. L'association Fête et Racines espère pouvoir lancer d'autres souscriptions pour acquérir de nouvelles parcelles et assurer à leur manière la gestion de ces forêts. Alors, Pierre, on vous voit dans le reportage, mais je voudrais faire réagir Gilles. Moi, ma question, elle est très simple. Oui. C'est dire, est-ce qu'une forêt, enfin un bout de forêt, parce que si je vois un bout de forêt, je reviens sur ma forêt qui avait 10 parcelles. Oui. Vous savez, voilà. Là, on est dans la tradition forestière française. Bon. Donc, à un âge, une parcelle. Est-ce que quand on a enlevé les gros bois, on a récolté les gros bois et qu'on a le semis des jeunes, donc des millions de petits arbres, ou des plantations,
des milliers d'arbres qui ont été plantés. Est-ce qu'on est toujours dans une forêt ou pas dans une forêt? Moi, comme forestier, je dis oui. Simplement, là, elle est jeune et là, elle est vieille. Est-ce qu'on est face à... Là, on parle plutôt de sylviculture douce. Voilà, c'est ça. Alors, après, est-ce qu'on peut gérer toutes nos forêts de cette façon-là? Encore une fois, je ne crois pas qu'on puisse opposer l'une à l'autre. Moi, je suis issu d'une école, d'une tradition de forêt multi-âge, parcelle multi-âge. Bon. Mais on ne peut pas opposer l'une à l'autre. On a une forêt qui est adaptée, à un moment donné, à une histoire, à une configuration. Et alors, on aura une forêt avec une parcelle, un âge, et puis à côté, on aura une forêt avec tous les âges dans la même parcelle. Est-ce que l'une est meilleure que l'autre? Ce sont des débats d'experts, je veux bien qu'on les discute. Mais oui, Christian. Sachant que il y a perturbations et perturbations. Il y a des perturbations permanentes et gravissimes, la construction d'un aéroport, etc., d'une autoroute. Et il y a des perturbations temporaires. Tous les scientifiques sont vraiment unanimes pour reconnaître que 10 hectares de coupe rase en forêt, ça n'est pas une perturbation très grave, elle est passagère. Les choses se remettent en place. C'est même bon pour la transformation de l'humus pendant les années pendant lesquelles il sera à la lumière. Et donc, la forêt, on l'aidera à se refaire parce qu'elle serait très très longue à se refaire d'elle-même, mais elle se refera. Et puis, quand on a 100 hectares et 10 fois 10 hectares, il faut couper les 10 hectares. Et ce n'est pas 10 hectares sur 100 hectares qui seront une perturbation écologique. Mais là, on parle de gestion, on dit opposer des modes de gestion, mais là, ce qu'on voit, c'est pas forcément de la gestion. Enfin, faut voir qu'il y a aussi une grande partie de nos massifs forestiers qui obéissent à une logique un petit peu d'opportunisme, c'est-à-dire ce sont des propriétaires ou des propriétés qui ne sont pas engagés dans une gestion forestière. Je ne sais pas combien on pourrait dire, quelle est la part de la surface aujourd'hui qui est sous document de gestion de la forêt, c'est-à-dire sur laquelle... on est un tiers. Hein. Voilà, sur laquelle on a dit, voilà, on va partir sur 10 ans, 20 ans, on va gérer comme ça votre patrimoine boisé. Bon, non, il y en a très peu finalement, enfin du moins pas suffisamment. Et c'est pour ça qu'il faut encourager... Selon la loi, vous avez, si vous faites ce qu'on appelle la coupe rase, qu'on a vu, alors là, je ne connais pas le contexte des images qu'on a pu voir, mais lorsque vous faites une coupe, vous avez obligation de reboisement. C'est ça. C'est la loi. C'est la loi. Donc, vous ne pouvez pas abandonner le couvert forestier. Simplement, il change. Vous avez un arbre qui fait 50 cm de haut, ou vous avez un arbre qui fait 30 mètres de haut. Pas la même chose, évidemment. Donc, Pierre, il ne faut pas crier à Huy et à Dia s'il y a des coupes rases qui s'effectuent. Il y a pu y avoir des gens dans la loi. Pierre, j'aimerais bien... C'est un petit peu... Alors, bon, voilà, le raisonnement de mon voisin, c'est... voilà, effectivement, quand on a une forêt de 1000 hectares, on tourne. Il y a une rotation. Quand on a un propriétaire qui a 4 hectares, l'argument de la rotation se fait au niveau de la population globale, c'est un peu plus difficile. Non, moi je voulais peut-être mettre un point sur des techniques qui ont évolué. Alors peut-être parlez-nous de vous, de votre groupement forestier, donc Avenir Forêt. Quelle est votre démarche? Comment est-ce que vous travaillez? Vous avez combien d'hectares de forêt à vous? Alors à l'heure actuelle, à moi et à 140 associés en fait, donc on s'est groupé, c'est un placement qu'on propose, on groupe donc l'épargne de particuliers. On fait une grosse cagnotte et on achète des forêts. Et puis ces forêts-là, donc la terre et les arbres, on les gère donc effectivement de manière à éviter toute coupe rase, c'est-à-dire d'avoir des arbres petits, moyens, gros, ou jeunes et âgés, mais mélangés sur la même parcelle. Et puis on va venir en fait faire des éclaircies, c'est-à-dire prendre... Alors, on assume totalement de prendre ces arbres pour les utilités humaines. Hein. On ne cherche pas à faire un parc national privé ou quelque chose comme ça. Et donc, on va plutôt donner plus de lumière à des arbres qui vont faire des produits qui sont plus droits, avec moins de défauts, pour faire des planches, par exemple, ou de la charpente. Et puis, on va venir couper, effectivement, dans la plupart de nos forêts, des arbres moins bien conformés. On va garder quand même 5% en réserve intégrale. Et puis, on va avoir un cahier des charges un petit peu qu'on s'applique à nous-mêmes, notamment, donc déjà, mélanger feuillus et résineux. Voilà, par exemple, si vous avez une dominante résineuse, parce qu'on va acheter une forêt qui est issue de plantation, on va essayer de favoriser du feuillu. Et donc, c'est un petit peu l'étape, un petit peu tout à l'heure, on évoquait la lutte biologique, c'est un petit peu la même chose. Si au lieu d'avoir une monoculture avec une seule espèce et où on a un insecte ravageur, ça va être le festin, on va déjà essayer d'avoir un milieu qui va moins favoriser ce genre de catastrophe. Pouvoir se défendre plus facilement face à un ravageur. Et puis il y aura peut-être effectivement des insectes, des oiseaux qui vont l'attaquer ou ça va être moins facile pour lui de se multiplier. Et puis après, par exemple, on va avoir aussi une technique qui a vraiment, qui s'est répandue, on va dire, ces dernières décennies. C'est la technique des chemins d'exploitation, des cloisonnements, c'est-à-dire que
Effectivement, l'industrialisation, ça passe aussi par des grosses machines qu'on a vues tout à l'heure. Il y a beaucoup moins de bûcherons à pied que ce que c'était par le passé, parce que c'est un métier pénible, pour tout un tas de raisons. Donc du coup, il faut bien faire avec. Hein. C'est difficile, un arbre c'est lourd, il faut bien le sortir de la forêt. Le débardage à cheval, ça existe, ça c'est ses avantages dans plein de contextes, mais ça paraît compliqué de le faire partout. Et donc du coup, on va faire des chemins dans la forêt où la machine va passer, mais uniquement à cet endroit-là, et pas partout. Donc ça va tasser le sol, oui, mais pas partout. Et puis même après, les arbres vont refermer au-dessus de ce chemin. Et donc ça, c'est quelque chose qui c'est quand même bien répandu dans toutes les structures, qui a priori est relativement qui se fait. Ça se fait partout maintenant. Ce sont des techniques que j'ai avec Christian Riboulet qui est en face de nous, qu'on a développées dans les années 80 en Limousin. Ça a démarré en Limousin. Et alors par contre, il serait bien, si vous voulez, puisqu'on le fait pour des raisons de tassement de sol, il serait bien aussi de le faire même quand on fait une coupe rase. C'est-à-dire que même à la coupe rase, même quand il n'y a plus d'arbres, garder ces cloisonnements pour toujours et que la machine ne roule qu'à ces endroits-là. Et le sol dans la nature, c'est votre trésor. D'où l'important de ce qu'on appelle la gestion durable, parce que alors comme on disait tout à l'heure, je ne sais pas du tout d'où sont issues les images que nous avons vues tout à l'heure, mais c'est là où c'est important, c'est-à-dire que la gestion durable permet justement de surveiller et d'être plus attentif à tout ce que monsieur vient de dire, et ce qu'on fait sur les parcelles, comment on le fait. Et quelle que soit la certification, c'est le cas. C'est-à-dire, ce qu'il faut promouvoir, c'est le plus possible la gestion durable, en sachant qu'au niveau mondial, ça fait 11% de forêts certifiées. On a de la marge. Oui, il y a encore un peu de progression. Oui. Est-ce que quand même, Pierre, vous avez l'impression d'être à la marge dans la façon dont on gère nos forêts aujourd'hui ? Alors, moi je viens de Bourgogne, si vous voulez, donc c'est vrai qu'en Limousin, oui, c'est pas comme disait Madame, c'est pas les habitudes, il y a une histoire. Hein. Donc c'est vrai que parfois on peut être un petit peu décrié ou vu un peu comme toujours trop écolo ou pas assez, de toute façon, suivant les milieux où on évolue. Pierre, est-ce qu'il est trop écolo, votre voisin ? Non, encore une fois, moi je fais absolument pas le procès. Vous opposez pas les différentes pratiques ? Ce serait crétin, ce serait obscurantiste. Ça veut dire qu'on est idéologue et on ne cherche pas à comprendre la nature pour ce qu'elle vous offre à un moment donné. Donc, le système dont parle Pierre, il est formidable dans certains cas. Dans d'autres cas, il ne sera pas adapté. Et le système d'irrégulier, c'est grainage par parcelle dont je parlais tout à l'heure, il va être formidable dans certains cas et idiot dans d'autres. Donc, il ne faut pas opposer l'un à l'autre. Il faut simplement réfléchir, raisonner. L'homme est fait pour ça. On a une caméra qui nous filme. C'est bien parce qu'il y a des hommes qui ont raisonné pour pouvoir nous filmer. C'est la même chose en forêt. Et puis, on parlait de la grande diversité de la forêt française. Dans la diversité, il y a aussi la diversité des modes de gestion. Il faut tout accepter. Il faut accepter les coupes rases de 10 hectares. Il faut accepter ces gestions de futaies irrégulières, de boisements irréguliers, et peut-être même accepter aussi les théories de la micro-forêt qui peut être de centaines d'hectares, la théorie du japonais Miyawaki, qui est de planter 50 fois plus en densité d'arbres à l'hectare, des arbres qui sont indigènes, des arbustes aussi, et les laisser évoluer un petit peu comme le ferait la forêt primaire. Tout ça, il faut l'accepter. Alors, est-ce que vous acceptez effectivement, vous, les uns et les autres, tous les types de pratiques ? Est-ce que vous, Pierre, vous acceptez aussi les coupes rases sur 10 hectares ? Alors, moi, je voudrais qu'on se projette un peu, parce que c'est vrai que je pense qu'il y a une vraie demande de la société civile d'écologie. C'est le sujet qui est sur la table un petit peu quand même partout. Et c'est vrai que si on regarde un peu chez nos voisins, il y a eu une évolution effectivement où la question de l'interdiction des coupes rases ou d'une certaine surface autorisée pour les coupes rases est sur la table. Je pense que ça va finir par venir en France, on en parle déjà un petit peu, et peut-être qu'effectivement l'ensemble des acteurs de la filière va devoir tout simplement faire preuve d'un petit peu de souplesse et de s'adapter un petit peu et de voir un petit peu qu'est-ce qui va arriver dans les années qui viennent. Donc peut-être un petit peu moins de coupes rases. Je voudrais juste donner un exemple, parce que très rapidement, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. On parlait de réchauffement climatique tout à l'heure. Vous voilà dans une forêt avec une parcelle dont les arbres sont tous en train de crever. Parce que malheureusement, la pollution de l'homme fait qu'ils ne sont plus dans les bonnes conditions pour pousser. Eh bien, il n'y a pas d'autre solution
que de remplacer ces arbres-là par de nouvelles essences qui vont résister. Donc c'est ce que vous appelez une coupe rase et un reboisement. Merci beaucoup Gilles. Je voudrais donner vraiment le mot de la fin en 30 secondes. Christian Riboulet, vous avez créé avec Francis Allais, dont on parlait tout à l'heure, dont on l'a cité tout à l'heure, vous avez créé une association pour sauver les forêts primaires. Voilà, pouvez-vous nous en dire un tout petit mot pour conclure en 30 secondes. Je parlais d'acceptation tout à l'heure. Ça aussi, c'est la non-gestion, c'est-à-dire qu'on laisse évoluer une forêt. On recherche un territoire très vaste, de milliers d'hectares, dizaines de milliers d'hectares, 70 000 peut-être. 70, je crois. Voilà, pour avoir 2 modes de loup par exemple. Laisser évoluer cette forêt, on peut partir d'un terrain nu, d'une futaie déjà très âgée. Et vous recherchez ça en France ou en se fixant ou en un objectif en Europe de l'Ouest, un objectif de 500 à 700 ans pour obtenir un milieu naturel à peu près, post-glaciation si vous voulez, un petit peu sur tout ce territoire. Retrouver une sorte de forêt primaire finalement. Qui sera riche en insectes mais également en grande faune. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les 5 d'avoir participé à cette émission que l'on peut voir et revoir bien sûr sur notre site internet. Je remercie les équipes aussi techniques en régie et sur le plateau. Et je vous dis belle fin de soirée à tous et à très bientôt sur Noah. Merci. Merci. Au revoir.